bon matin, merci d'être là. Mon nom est Geneviève Belleville, je suis professeure à l'École de psychologie de l'Université Laval à Québec, au Canada. C'est un extrême honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour venir vous parler de rédaction au doctorat. Merci encore une fois pour l'invitation. Moi, dans le fond, pourquoi je suis ici, c'est pas du tout mon sujet de recherche, c'est pas du tout mon sujet d'expertise. C'est qu'en 2014, j'ai eu l'audace de rassembler mes idées dans un petit livre que j'ai appelé « Assieds-toi, écris ta thèse ». Et ce livre-là, dans le fond, est venu du fait que, comme les gens qui étaient là hier, vous allez la reconnaître, c'est ma diapo préférée. Ce livre-là est venu du constat que quand j'étais étudiante, plus j'avançais dans les années de la maîtrise, du doctorat, même au post-doctorat, plus j'avais de la difficulté à écrire. Et pour moi, ça ne faisait aucun sens parce que j'étais quelqu'un qui, étant jeune, écrivait vraiment beaucoup. Mais on dirait que plus j'avançais dans le milieu universitaire, plus je perdais confiance dans mes capacités à écrire, et plus je bloquais quand venait le temps de m'y mettre, et je passais des étés dans des cycles infernaux de procrastiner, se dire qu'on doit se mettre à écrire, procrastiner, culpabiliser, se dire qu'on va travailler encore plus fort, etc. Et au post-doctorat, c'était encore pire parce qu'il y avait encore moins de structure, encore moins de communauté, de gens avec qui parler. J'avais l'impression d'être toute seule à vivre ces difficultés-là. J'avais l'impression d'être vraiment pas faite pour la vie universitaire. Puis bon, j'ai obtenu un poste de professeur. Donc je me suis dit, bon, peut-être que je suis faite, peut-être que ça va marcher finalement. Et peut-être que j'ai besoin de trouver des trucs, des stratégies pour retrouver l'envie d'écrire, pour retrouver cette motivation-là que j'avais déjà au départ. Parce que je pense que ce qui se passe avec la rédaction scientifique beaucoup, c'est qu'on a l'impression que ça devrait aller de soi. On travaille justement sur nos recherches, on fait beaucoup de lectures, on analyse, on a des idées, on fait des analyses statistiques, des analyses qualitatives, on présente des choses avec des PowerPoint, puis quand vient le temps d'écrire, on a l'impression que ça devrait être facile. Donc, quand on se rend compte que ça ne l'est pas, ben, on se dit, qu'est-ce qui cloche avec moi? C'est quoi mon problème? Le fait aussi qu'on reçoive beaucoup de commentaires lorsqu'on écrit, d'abord de sa direction de recherche, mais qu'on arrive pour soumettre des articles de toutes sortes de réviseurs qui viennent nous dire finalement que ce qu'on a écrit a beaucoup de problèmes. Cette itération-là peut provoquer des hésitations, peut provoquer toutes sortes d'émotions qu'on peut retourner vers soi et finalement se demander là, si on est vraiment fait pour le doctorat. Donc, c'est ça. Même si mes thèmes de recherche, moi, hier, j'ai bien adoré l'introduction qu'on m'a fait, parce que moi, ma spécialisation, c'est en troubles anxieux, en troubles du sommeil, en troubles de stress post-traumatique. Il y en a qui pensent que c'est très lié avec l'expérience doctorale, mais pas nécessairement. C'était vraiment plus les recherches que j'ai faites, puis les discussions que j'ai eues avec les gens pour retrouver l'envie d'écrire, retrouver une méthode pour écrire sans stress qui a fait en sorte que j'ai écrit avec beaucoup de plaisir Assieds-toi, écris ta thèse. Et depuis, j'ai la chance d'aller à la rencontre de toutes sortes d'universitaires à travers le monde, puis d'aller discuter là, de difficultés ou de défis liés à la rédaction. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Quels sont les trucs? J'aime pas tellement le mot truc parce que, évidemment, ce sont plus des sujets de discussion qui seront applicables ou non à votre contexte en fonction des particularités de votre parcours. Mais quelles sont les grandes lignes de ce que j'ai trouvé et que je trouve qui fonctionne bien quand il vient le temps de faire de la rédaction scientifique? D'abord, bloquer du temps pour la rédaction, on va en parler. Ça semble si simple, mais c'est un incontournable et c'est pourtant si difficile à mettre en pratique.
On va parler aussi de l'importance de se fixer des objectifs et on va regarder c'est quoi des bons objectifs quand vient le temps de faire la rédaction. On va faire la distinction entre différentes étapes ou différents focus qu'on peut avoir lorsqu'on rédige, soit planifier, écrire en tant que tel, puis réviser et recommencer ensuite. On va parler de la procrastination et du perfectionnisme, des thèmes, j'en suis sûre, qui vous sont complètement non familiers. Et on va finir avec l'importance de discuter et savoir-vivre et essayer de mener une vie équilibrée, même lorsque la thèse prend beaucoup de notre espace mental. Tout au long de la présentation, je vous invite à poser vos questions, à lever la main, à faire des interventions au fur et à mesure. Je vais m'occuper de gérer le temps, vous en faites pas, on va finir à 10h45. Mais c'est ce qui fait en sorte, je pense, que ces ateliers-là sont les plus intéressants, c'est quand les gens osent poser des questions de façon spontanée au moment qui les intéresse davantage. Et aussi, ça n'a pas besoin d'être des questions. S'il y a des éléments qui vous interpellent davantage, vous voulez faire un partage d'expérience, là, c'est bienvenu. Donc, premier thème dont on va parler, bloquer des périodes de temps pour la rédaction. Ça semble si évident, mais c'est essentiel de le faire vraiment de façon concrète, c'est-à-dire de vraiment prendre des rendez-vous avec vous-même où vous vous rendez indisponible aux autres que vous allez consacrer uniquement à la rédaction. Et ça va servir deux choses. D'un côté, si vous réservez du temps pour écrire votre thèse va finir par avancer, pas le choix. Mais de l'autre, ça va aider à réduire la charge mentale associée à la rédaction de la thèse. De plus en plus, je me rends compte que à partir de la première journée d'inscription au doctorat, les gens se sentent en retard dans leur rédaction. À partir du moment où on met le pied dans le doctorat, on sent qu'on n'a pas suffisamment écrit, qu'on devrait écrire plus, qu'on devrait être en train d'écrire alors qu'on est en train de faire autre chose. Donc, finalement, notre expérience ressemble un peu à cette étudiante au doctorat ici, qui est toujours en train de se dire qu'elle devrait être en train d'écrire, peu importe si elle se couche le soir, elle se lève le matin, dans ses activités sociales, dans ses transports, si bien que quand elle arrive devant son ordinateur, elle est complètement exaspérée parce que le fait d'avoir pensé à écrire a drainé énormément d'énergie. Donc, le fait de bloquer du temps pour la rédaction va aider à diminuer cette charge mentale-là parce que si je ne suis pas en train d'écrire, au moins je sais quand va être la prochaine fois. Donc, si j'ai planifié, je ne sais pas, 2, 3, 4 périodes de rédaction dans ma semaine, et là j'ai la pensée intrusive, je devrais être en train d'écrire plus, au moins je peux me dire, non, c'est vrai, demain après-midi, j'ai une période de rédaction, ça va aller. Donc, plus on a des petites périodes récurrentes de rédaction, moins on va justement être hanté là, par cette espèce de condamnation cognitive là, au doctorat de devoir toujours écrire plus. Donc, les périodes de rédaction, pour que ça fonctionne bien, il ne faut pas attendre les longues journées, il ne faut pas attendre le moment où vous n'aurez rien dans l'agenda, parce que ça se peut que vous attendiez très, très, très longtemps. Et l'idée ici, c'est de ne pas voir nécessairement la thèse comme un produit fini, mais de voir le doctorat comme une occasion de développer vos habiletés à l'écriture. Et pour développer des habiletés, nécessairement, il va falloir les pratiquer, puis il va falloir les pratiquer souvent. Il va y avoir des bonnes sessions, puis il va y avoir des moins bonnes sessions. C'est pas l'important. L'important, c'est que les sessions se répètent. C'est comme ça qu'on développe l'habileté. Donc, l'idée, ça va être de planifier des périodes de temps relativement courtes et qui reviennent de façon récurrente
et qu'on peut insérer dans l'agenda même quand on a un horaire un peu plus chargé. Ensuite de ça, on va vouloir fixer des périodes avec un début et une fin prédéterminée et essayer de s'y tenir et de voir justement si la durée de ces périodes-là nous convient. Donc, on est des scientifiques, on devrait être capable d'adopter une méthode empirique pour voir est-ce que la période est trop longue ou est trop courte pour moi. Souvent, les périodes qu'on se fixe sont trop longues. Parce qu'on se dit, ce que j'ai à faire, c'est très, très long, c'est très, très important, je vais me faire une longue période de temps. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que plus souvent qu'autrement, on a de la difficulté à s'y mettre, on tourne en rond, on répond à 2-3 mails, on va faire des recherches sur Internet avant de commencer. Donc, plus la période est courte, plus on va avoir une pression de commencer rapidement. Il y avait une question? Oui, vous y avez parfaitement répondu. Donc, en général, j'ai l'impression que quand on veut écrire, on se donne beaucoup de temps, puisqu'on pense que ça demande beaucoup de temps pour aussi se mettre dans le bain, et aussi particulièrement pour développer des idées. Et donc, c'est parfois difficile d'allouer peu de temps, parce qu'on se dit que ça va être. Oui. Puis, je compare souvent, quand les gens justement disent mais moi j'ai besoin d'une fin de semaine complètement isolée pour me plonger complètement dans la rédaction. Je compare souvent ça au fait de comment on gère notre stress. C'est sûr que si je prends une semaine de vacances tout inclus, je vais très bien gérer mon stress. Dans le sens où, si je peux me permettre d'avoir une semaine de vacances complète et me permettre d'aller dans un endroit idyllique où on va me servir mes repas, je vais passer mes journées sur la plage, effectivement que ça va être très, très bénéfique sur mon stress. Par contre, quand je vais revenir au travail, je n'aurai pas nécessairement une durabilité de cet effet-là. Il faut que je trouve des moyens de gérer mon stress dans le quotidien. C'est un peu la même chose pour la rédaction. Si j'ai la chance d'avoir ces longues périodes-là, et si ça fonctionne pour moi, il n'y en a pas de problème. Mais la plupart du temps, on a des horaires chargés, on a d'autres implications, on a d'autres engagements, qui fait en sorte que si on attend toujours d'avoir complété les autres engagements avant de se mettre à la thèse, ou si on attend toujours justement d'avoir des longues périodes avant de se mettre à la thèse, on repousse toujours les occasions de développer des habiletés à la rédaction. L'autre chose, c'est qu'il faut l'essayer avant de dire que ça ne marche pas. Dans le sens où la plupart des gens qui finissent par se fixer des courtes périodes et qui reviennent à tous les jours, le temps justement qu'on pense que ça va me prendre avant de m'y mettre. C'est sûr que si j'écris ma thèse juste l'été, la première journée, oui, effectivement, ça me prend beaucoup de temps avant de rassembler mes idées, arriver à recommencer, etc. Mais si je prends des courtes périodes qui reviennent à tous les jours ou presque, puis si j'arrête, on va en parler tout à l'heure, si j'arrête d'écrire alors que j'aurais pu continuer, si je vide pas complètement mon inspiration à chaque période, là, c'est plus facile de m'y remettre la fois suivante. Et j'affiche une certaine régularité là, dans mes périodes d'écriture. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. La question que la posée souvent, on peut programmer un moment pour se retirer et écrire. Et quand on vient à ce moment, ça bloque. Ou bien c'est à un moment où on fait autre chose, et dans ce moment que les idées viennent. Et là, c'est difficile. Oui, effectivement. Donc, il y a une distinction à faire entre avoir des idées puis écrire. Souvent, pour écrire, il faut déjà avoir la plupart de ces idées. Puis effectivement, quand les idées viennent, ce n'est pas nécessairement au moment où on a planifié. D'où l'importance d'avoir toujours sur soi quelque chose pour noter les idées. Ça va faciliter nécessairement les périodes de rédaction par la suite.
OK. Les périodes de rédaction, une fois qu'elles sont fixées dans l'agenda, évidemment, il faut les protéger. Il faut défendre vos périodes de rédaction. Souvent, les périodes de rédaction, c'est la première chose qui va sauter dès qu'on va avoir des demandes pour des projets d'équipe ou des réunions ou quoi que ce soit. Il faut traiter, dans le fond, ces périodes-là comme un engagement fixe où on n'est pas disponible pour autre chose. Et pendant ces périodes-là, c'est important d'éliminer toute forme de distraction. On va parler tout à l'heure des notifications sur les téléphones, sur les ordinateurs. Il y a des études maintenant qui sortent pour montrer à quel point ça demande énormément au niveau cognitif et à quel point ça nous fait perdre du temps. Donc, c'est important, quand on se fixe des périodes de rédaction, d'essayer d'éliminer le plus possible les distractions. Et c'est un autre argument en faveur d'avoir des périodes plus courtes que de longues périodes de rédaction, parce que c'est excessivement difficile de nos jours de ne pas regarder ses mails pendant toute une journée, par exemple, tandis que dans une période de 2 heures, c'est probablement plus gérable. Et enfin, ne pas oublier que pour écrire, il faut aussi arrêter d'écrire. Il faut aussi arrêter de penser à écrire. Pour avoir des idées, pour être motivé, pour retrouver la flamme que vous avez au fond de vous pour votre sujet de recherche, ça prend aussi des moments où la pression est relâchée. Ça prend des vacances, ça prend des moments de pause où vous vous permettez de complètement penser à autre chose, où la thèse fait partie du paysage mental. Donc, une fois qu'on a nos périodes de rédaction, une fois qu'on a bloqué 5 périodes de 2 heures pendant une semaine dans l'agenda, ça ne veut pas dire justement que l'inspiration va être au rendez-vous. Ça ne veut pas dire que le moment où on va se pointer devant notre ordinateur, que là, toute la thèse va s'écrire d'un coup. Ce qu'on va devoir faire, tout d'abord, c'est de définir des objectifs de rédaction. Il faut se donner une carte, il faut se donner des panneaux de signalisation pour un peu s'orienter dans la rédaction. Et les objectifs de rédaction, il faut qu'ils soient SMART, c'est-à-dire spécifiques, comme par exemple, comme contre-exemple, rédiger thèse. Ça, je raconte toujours l'anecdote d'une étudiante que je supervisais qui venait de ses rencontres de supervision avec son ordinateur portable, qui avait une série de petits post-it autour de son écran, dont un, à un moment donné, que j'avais vu qui était écrit « Rédiger thèse » dessus. Et j'avais demandé « As-tu peur de l'oublier? » Donc, rédiger thèse, c'est un objectif qui, justement, ne sert pratiquement à rien, parce qu'on ne va pas oublier pendant son doctorat de rédiger sa thèse, et c'est un objectif qui est évidemment pas spécifique, qui n'aide pas à l'écrire. L'objectif doit être aussi mesurable. Mesurable, ça veut dire qu'on sait quand on est en train d'y travailler, ça c'est assez facile, mais qu'on sait aussi quand il va être fini. Et c'est là que, dans le merveilleux monde de la recherche, on peut parfois se fixer des objectifs qui n'ont aucune fin. Comme par exemple, terminer ma revue de littérature. Terminer une revue de littérature, c'est très différent de lire 15 articles. C'est très différent de faire une recherche dans une base de données. Donc, il faut faire attention à la façon dont on définit nos objectifs pour s'assurer d'un jour pouvoir cocher la case, dire « ça y est, je l'ai terminé ». Les objectifs doivent être atteignables et réalistes. Donc, faites attention, la thèse, ce n'est pas un hobby qu'on fait une fois que notre journée de travail est terminée. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaie de rentrer dans les petits espaces dans la journée où on est fatigué. Ça prend du temps de qualité et ça prend beaucoup de temps et ça prend plus de temps que ce qu'on pensait au départ. Et enfin, comme on disait, les objectifs doivent être définis temporellement, comme les périodes de temps qu'on se bloque dans l'agenda. Donc, aussi, quand est-ce qu'un objectif est réaliste? J'ai une vision très pragmatique du réalisme des objectifs. J'ai l'impression qu'un objectif de rédaction, il est réaliste quand on peut l'atteindre, point.
Donc, j'ai rencontré beaucoup de personnes, des étudiants, des étudiantes qui se décourageaient énormément, puis se dévalorisaient beaucoup parce qu'ils n'atteignaient pas leurs objectifs. Et ça m'a amené à penser que dans ces cas-là, ce sont les objectifs qui sont mauvais. Ce n'est pas la capacité de la personne à écrire. Donc, ce qu'il fallait transformer, ce qu'il fallait changer dans ces cas-là, c'est vraiment la capacité de ces personnes-là à se fixer des objectifs plus petits et à accepter que des objectifs plus petits, c'est fonctionnel et c'est efficace. Donc, il faut arrêter de se trouver nul, se trouver pas bon quand on n'atteint pas ces objectifs. Dans ce temps-là, ce sont juste les objectifs qui doivent être redéfinis. Des questions par rapport aux objectifs? Donc, on va passer à la stratégie suivante, qui est de... Ah oui, il faut faire du mouvement dans ce côté-là. Est-ce qu'il y a je ne sais pas si c'est quelque chose que tu vas faire, mais un intérêt peut-être à des fois remettre à jour ces objectifs-là? Absolument, bon point. C'est impossible de définir tous ces objectifs au jour 1 de la thèse, par exemple, puis de passer au travers des étapes de 1 à 50. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Évidemment, on se fixe des objectifs pour se donner à peu près une direction, mais il faut demeurer flexible dans le sens où les objectifs vont être à retravailler en cours de route à tout moment. Puis, à chaque fois qu'on apprend quelque chose, ça nous donne de nouvelles idées sur comment adapter nos objectifs, tout à fait. Donc, le fait de déterminer des objectifs, il faut que ce soit aidant. Si ça devient stressant parce que je veux en fixer une quantité telle, puis je ne sais pas de quoi avoir l'air ma thèse à la fin quand je la commence. Donc, il faut vraiment que la fixation d'objectifs soit dans le but d'aider à s'y mettre, d'aider à démarrer la rédaction. Bon point, merci. Oui? J'ai une petite question au niveau de la création des objectifs, justement, parce que je me dis, quand tu prends, là, je suis en train d'écrire la discussion, et vraiment, à chaque fois que je m'y mets, ça fait... Mais du coup, pour avoir des objectifs qui sont réalistes, à ce moment-là, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on fait. Oui, mais il y a des sections de la thèse qui s'écrivent comme ça, puis l'objectif, ça peut être écrire pendant 2 heures. L'objectif, et ça peut être un objectif de temps, ça n'a pas besoin d'être un objectif de section ou de finir des implications pratiques, la section ça peut être les deux. Puis justement, quand c'est difficile, puis quand le processus d'écriture nous amène à plein d'endroits, puis on va parler justement de l'importance de se laisser aller quand ça va bien, de ne pas se corriger, puis de ne pas se critiquer au fur et à mesure. Donc oui, dans ce cas-là, des objectifs de temps, donc justement, pas dépasser la période de 2-3 heures que je me suis fixée, vont être plus utiles. Merci. OK, donc prochaine stratégie, c'est vraiment la distinction de différentes étapes. Quand on parle de rédaction, on fait référence à trois grandes catégories de tâches, qui est la planification, l'écriture en tant que telle, puis ensuite la révision. Puis souvent, on a une vision très scolaire de ces étapes-là où le plan doit être très propre, très beau, très linéaire. Et après ça, on écrit les choses du début à la fin et réviser, finalement, c'est corriger ses fautes. Dans la rédaction scientifique, c'est vraiment pas comme ça que ça se déroule. Premièrement, on va vouloir planifier beaucoup pour éviter le syndrome de la page blanche, parce que le moment le plus épeurant dans la rédaction, c'est juste avant de commencer. C'est quand on ouvre son document, puis là, on voit le curseur qui clignote en haut à gauche de la page, puis là, on se dit, ça y est, ma tête est vide, mon cerveau est vide, j'ai plus d'idées, qu'est-ce que je vais faire? Puis ça, le moment le plus épeurant, le plus effrayant, c'est juste avant de commencer. C'est Stephen King qui a dit ça, c'est pas moi. C'était quand même quelqu'un qui s'y connaît dans l'effrayant. Et il parlait de la rédaction littéraire, vous me direz, mais il parlait quand même de la rédaction.
quand il a dit ça. Donc, idéalement, on va vouloir commencer par planifier. On ne va pas commencer en écrivant quelque chose, on va commencer par identifier des idées. Parce que, puis, j'ai souvent des étudiants et des étudiantes qui viennent me faire approuver leur plan ou viennent me rencontrer dans le but de dire, bien, je vais te montrer mon plan, dis-moi si c'est correct. Là, je leur reflète dans ce temps-là que j'ai pas une idée. Moi, je cache pas, dans le fond, une version de leur thèse. Je ne sais pas à quoi va ressembler leur thèse. Et ça me prendrait ça pour pouvoir dire, ah oui, ton plan correspond à la thèse que tu vas produire, donc c'est un bon plan. Je suis là pour discuter, évidemment, de toutes sortes d'idées. Je suis là pour aider les étudiants et les étudiantes à faire des liens, à résoudre des problèmes aux besoins, mais approuver un plan, dire si un plan est correct, ça reflète une vision qui n'est pas aidante du plan. Parce que le plan devrait, dans le fond, être un petit ange qu'on porte sur l'épaule et qui va nous dire quoi écrire. Donc, le plan, c'est mettre des idées ensemble pour qu'ensuite on puisse les rédiger. Le but ultime du plan, c'est vraiment de faire que la période de rédaction est plus facile. Donc, écrire un plan, ça va ressembler davantage à quelque chose comme ça. Ça peut être, ça peut être sur un tableau, ça peut être par écrit, ça peut être des gribouillis, des cartes conceptuelles. Et là, évidemment, il y a énormément de différences individuelles. Il faut aller chercher ce qui fonctionne le plus pour vous. Ce qui est à retenir, c'est que, justement, on ne va pas faire un beau plan très droit, très propre, puis que des plans d'articles, par exemple, du style introduction, méthode, résultat, discussion, bien, c'est pas aidant, parce que c'est trop évident, puis ça ne me dit pas qu'est-ce que je vais avoir à écrire. Parce que l'étape d'après, l'écriture, ou le brouillon, ou l'ébauche, ou la rédaction en tant que telle, c'est l'idée que, justement, là, on va essayer de mettre nos concepts, nos liens, nos appuis en mots, le plus possible en phrases. L'étape ou la fonction que cette étape-là doit accomplir, c'est de sortir les idées de notre tête et les transmettre dans notre document. Donc, on va vouloir produire la matière première pour la thèse. On va vouloir vraiment juste sortir les idées et c'est là qu'il faut se permettre de mal écrire ces bonnes idées. Puis c'est là aussi où on va pouvoir atteindre le fameux état de flow, ou être dans la zone. Vous savez, quand on écrit et que là, on ne semble pas être en mesure d'écrire aussi vite que les idées nous viennent, quand ça arrive, c'est pas le temps de se corriger. C'est pas le temps de se dire « Ah, mais c'est juste parce que je m'en vais vraiment dans la bonne direction. » Là, c'est le temps de juste laisser aller les idées et les écrire le plus possible. Donc, dans le fond, mal écrire ces bonnes idées, c'est un peu produire de la boue au début. Puis, après ça, il y aura une étape subséquente de révision où on va transformer toute cette écriture libre-là en quelque chose de structuré, de compréhensible. Parce que oui, la dernière étape, c'est la révision. Et là, la révision, c'est beaucoup plus que juste corriger ses fautes et ses tournures de phrases. Oui? C'est une petite proposition. Ce que je fais souvent quand j'ai des bonnes idées que je sais que je ne vais pas me permettre de mal les écrire parce que je vais essayer de ne pas me corriger, mais je fais un petit vocal, je me laisse aller avec le vocal, comme ça, après j'ai l'idée et je peux transcrire en écoutant et après. Oui, tout à fait. Donc, ce qui est proposé, ce qui est partagé ici, c'est quand, justement, c'est plus facile pour vous de verbaliser vos idées à l'oral plutôt qu'à l'écrit, ben, de s'enregistrer en train de dire ces idées plutôt que d'écrire, ça peut être une façon plus rapide. Excellent. Je vais comme on voit, c'est une idée et tu n'as pas de quoi écrire. Oui, il faut prendre des notes aussi, là, avec les petites applications pour s'enregistrer. Oui, tout à fait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres...
d'autres interventions, d'autres idées? Parfait. On va essayer de ne pas trébucher dans les fils. Donc oui, une fois qu'on a toutes ces idées-là, tout ce texte-là, ben, la prochaine étape, c'est de réviser. Et là, on écrit pour soi, mais on révise pour les autres. Donc, on écrit pour sortir ses idées, pour se comprendre, pour produire quelque chose, et on écrit afin que les autres comprennent quelles idées on avait. Donc, pour que les autres nous comprennent, c'est extrêmement important que notre écriture soit claire. Et pour qu'elle soit claire, de façon plus macro, on doit avoir une bonne structure d'argumentation. On doit avoir des arguments qui sont bien spécifiques d'un paragraphe à l'autre. La structure des paragraphes doit être tellement claire que les lecteurs peuvent quasiment deviner ce qui s'en vient. Je dis souvent encore à mes étudiants que donnez-moi, tu sais, une thèse ou un article scientifique, c'est le contraire d'un roman. On veut avoir le punch dès le début. On veut savoir tout ce qui va se passer dès le début. Donc, on veut le nom du meurtrier au départ, puis ensuite, on veut faire le chemin, le chemin de l'histoire, finalement. Donc, chaque paragraphe doit contenir une idée. Ensuite de ça, au niveau plus micro, chaque phrase doit avoir son sens, chaque phrase doit être optimale. Donc, est-ce que aussi dans les formulations de phrases, c'est la meilleure façon de dire les choses? Faire attention, quand moi je parle, j'utilise beaucoup trop de mots. Donc, quand on écrit aussi, souvent, il y a beaucoup trop de mots dans nos phrases. Souvent, il faut passer l'aspirateur puis enlever les mots inutiles dans le but, évidemment, de clarifier la rédaction et de faire en sorte que les idées passent facilement pour nos lecteurs. Évidemment, faire attention à la précision de chaque mot. Et à la toute fin, ben oui, il va falloir aussi regarder les fautes et s'assurer qu'on a les bons orthographes, grammaire et ponctuation. Donc, oui? Est-ce que, en tout cas, c'est ce que je suis c'est une étape que j'ai fait beaucoup avec ChatGPT, en fait. Je lui ai donné ce que j'avais vomi et je lui ai demandé d'en faire quelque chose d'un peu plus cohérent, simple, grammaticalement correct, parce que c'est une étape qui est super dure, lourde, longue. Et personnellement, j'ai commencé à écrire ma thèse trop tard, donc j'avais besoin d'aide pour accélérer le tempo. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble utile ou c'est se tirer une balle dans le pied de faire ça? Ben, c'est une excellente question. Bien évidemment, ce n'est pas une question qui existait au moment où j'ai rédigé le livre, mais là, on a accès à une multitude d'outils d'intelligence artificielle qui viennent nous assister et parfois écrire même à notre place. J'ai l'impression, mais encore là, les prochaines années vont nous le dire, que ces trois étapes-là, de génération du contenu, planifier, écrire et réviser, on peut s'aider de l'intelligence artificielle. On peut s'aider de l'intelligence artificielle pour générer du contenu, pour aller chercher des références qu'on ne connaît pas, des théories, quoi que ce soit. On peut s'aider de l'intelligence artificielle aussi pour rédiger des sections qui sont en points, en liste à puces. On peut utiliser l'intelligence artificielle aussi pour s'aider à faire des plus belles formulations de phrases à la fin. Mais j'ai l'impression que ça doit toujours être secondaire, dans le sens où je dois produire mon premier contenu et après je m'assiste des liens. Je dois produire ma première rédaction et après... Donc, si on le fait de façon séparée, j'ai l'impression qu'on va avoir moins de risques, parce que le risque ici, c'est de ne pas apprendre à écrire. C'est de ne jamais apprendre à écrire. Et est-ce que l'apprentissage de l'écriture va devenir aussi obsolète que l'apprentissage de faire les stats à la main? Par exemple, moi, j'ai appris à faire mes stats en les calculant à la main, puis plus personne ne fait ça. L'avenir va nous le dire. Mais j'ai l'impression que pour développer les habiletés à la rédaction, il faut nécessairement se cogner le nez sur la difficulté
à écrire et résoudre ces défis-là au moins une première fois par soi. C'est juste pour rajouter une remarque par rapport à ce que vous venez de dire. On a fait des tests au labo et il ne faut pas du tout utiliser l'IA pour les références parce qu'en fait, il invente des références, il invente des articles qui n'existent pas, donc surtout pas utiliser pour trouver des références qu'on ne connaît pas, ça marche pas. Oui, c'est tout à fait juste. Les outils comme ChatGPT, Copilote vont inventer des références. Par contre, je ne sais pas à quel point c'est répandu, mais chez nous, on a des outils comme Elicit qui sont vraiment basés sur l'intelligence artificielle aussi. Et donc, l'objectif est justement d'être un petit peu plus spécialisé à aller chercher des références. Mais c'est certain qu'il faut toujours aller valider. Ils nous proposent des choses. On ne met pas ça directement dans notre thèse. On va aller valider, s'assurer que... parce que oui, c'est ça, ChatGPT fabule beaucoup, énormément d'éléments aussi. Ça va, d'autres questions, d'autres interventions? Oui. Moi, j'ai posé aussi la question de l'intelligence artificielle à peut-être 4 professeurs de l'université différents. Et ce qui ressort le plus souvent dans les études, c'est qu'il y a une sorte de... On ressent une sorte d'humanité propre à la personne dans sa façon d'écrire que l'intelligence artificielle supplémente. Donc, quand on lit, on ne voit pas que c'est vous. Et le conseil, c'est qu'il faut accepter cette humanité dans ce texte. Et ça reflète vos écritures avec les erreurs, avec les fautes. C'est pas grave en fait. Qui est de vouloir chercher à être trop parfait. Oui, alors que l'intelligence artificielle est basée sur la perfection, sur le juste standard. Bon, mais ce qui est cherché plus, c'est un peu plus la personne. Maintenant, pour ce qui est aussi de propositions d'articles, moi j'ai fait l'exercice, j'ai lu un livre pour mon gars et je demande à ChatGPT par exemple de faire le résumé, comparer ce que j'ai lu et il rapporte beaucoup de choses. Il rapporte beaucoup de choses qui ne sont pas de l'univers, il dit de n'importe quoi et il faut être d'accord. Oui, et puis il va y avoir énormément les outils sont nombreux, sont diversifiés. ChatGPT, il y a des différentes versions qui vont être plus ou moins précises, puis il y a de plus en plus d'outils. ChatGPT, c'est très familier, c'est très public comme outil. Il va y avoir des outils plus spécifiques à la recherche qui vont exister. Mais j'aime votre intervention de dire que si on veut garder une certaine couleur, une certaine humanité dans notre écriture, et si, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, on veut apprendre à écrire, ben, il ne faut pas déléguer cette tâche-là à un robot. Il faut le faire soi-même. Par contre, je disais aussi à Pilote, il est très intéressant parce que lui, il vous souligne la faute de l'erreur. Voilà les types de fautes de la donc c'est à vous d'aller lire, comprendre de quoi il s'agit. Là, je vous pousse à vous appuyer. Donc, la suggestion ici, c'est d'utiliser davantage Antidote pour l'aide à la rédaction, qui est un bel outil aussi. Parfait. Donc, pour terminer sur le point des différentes étapes, puis surtout de la révision, puis je pense que ça va répondre un peu à l'intervention tout à l'heure de la dame qui écrivait sa discussion dans tous les sens. Pour faire une bonne révision, parfois, ça peut être intéressant de faire ce que j'appelle le terrible test du plan inversé. Le terrible test du plan inversé, c'est quoi? C'est justement une fois qu'on a écrit énormément de choses, c'est d'essayer de reconstituer un plan structuré à partir de ce qu'on a écrit. Donc, pour faire ça, moi, je propose 2 étapes. La première, c'est justement de reconstruire le plan. Donc, je prends mon texte, je prends une feuille à part, puis pour chaque paragraphe, j'essaie de dire quel était l'argument. Et ensuite, je regarde cette feuille-là et je constate les dégâts. À savoir, est-ce que je suis incapable d'identifier un argument clair par paragraphe? Dans ce cas-là, il va falloir
expliquer davantage, amener davantage d'appui ou développer davantage certaines idées? Ou est-ce qu'au contraire, il y a plusieurs arguments qui se sont bousculés dans le même paragraphe? Dans lequel cas, ce que je vais vouloir faire, c'est un peu de ménage, peut-être reconstruire mes idées en 2-3 paragraphes au lieu d'un. Est-ce que les éléments qui se retrouvent dans le paragraphe ne supportent pas ou n'appuient pas tous le même argument? Encore une fois, l'idée ici, ça va être de refaire un peu de ménage puis de mettre les choses à la bonne place. Est-ce que les arguments dans mon plan reconstitué ne suivent pas un ordre logique? Est-ce qu'il y a un meilleur ordre dans lequel je pourrais présenter mes arguments? Ici, l'idée, ce sera de réorganiser l'ordre des paragraphes. Ou encore, est-ce que je trouve du texte qui est complètement plus en lien avec les objectifs de ma thèse? Bien, parfois, oui, on a erré un peu, on s'est égaré, puis on doit sacrifier certaines parties de texte et les envoyer dans un autre document qu'on peut appeler rejet.doc. Pour la petite anecdote, j'ai toujours eu des documents rejet.doc où je mets les parties de texte que je sacrifie. Et j'ai jamais eu à les retourner, mais je veux pas, j'ose pas les jeter complètement, j'ose pas les effacer complètement. Mais j'ai jamais eu à les retourner. L'autre chose, que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est pour ça que vous m'avez jamais entendu parler de faire des objectifs en termes de nombre de mots, en termes de nombre de pages. Je vais écrire 2 pages, je vais écrire tant de mots dans une période de rédaction. Pourquoi? Parce que parfois, écrire, c'est enlever des mots dans son document. Pour écrire une bonne thèse, des fois, il faut synthétiser des idées et on peut se retrouver à la fin d'une période de rédaction avec 300 mots de moins. Et là, si on compte notre productivité en termes de nombre de pages, ça va être décourageant parce qu'on se retrouve avec moins de pages à la fin qu'on était au début. Oui? J'ai une petite question par rapport au plan. Comment est-ce que je peux checker moi-même et savoir dire que le plan, ça suit une logique et comment est-ce que je sais dire également que le contenu que j'ai mis dans mon chapitre, que c'est correct, que c'est cohérent sans correction de mon supérieur. Est-ce qu'il y a une possibilité de... Évidemment, il n'y aura jamais de certitude, parce qu'il n'y a pas une bonne façon d'écrire une thèse. 20 personnes peuvent écrire sur le même sujet et vont écrire 20 choses différentes. Donc, il n'y a pas qu'une seule bonne façon d'y arriver. Maintenant, comment savoir si la façon que j'ai choisie, elle est bien? Ben, l'idée, si je veux transmettre mes idées au plus de gens possible, ben, c'est peut-être d'aller tester, d'aller faire lire des sections de ma thèse, peut-être avant même de l'envoyer à mon directeur ou ma directrice de thèse, peut-être à un collègue, peut-être à quelqu'un de mon entourage qui va pouvoir me pointer justement, OK, ben là, je comprends pas où est-ce qu'on s'en va dans cette section-là. Aussi, toujours se fier aux objectifs du projet. Donc, les sections d'un document devraient toujours venir en soutien aux objectifs. C'est deux éléments de réponse. Bon, je m'attendais à faire un petit lien avec l'intelligence artificielle. Après la rédaction, comment faire alors cette comparaison avec l'intelligence artificielle si on ne peut pas se baser sur l'intelligence artificielle au début pour faire la rédaction? Donc, je m'attendais à ce qu'on check un peu le plan, le contenu du paragraphe, avec des informations que l'intelligence artificielle pourrait. Je ne sais pas si c'est possible. Bien, je pense que vous allez me trouver répétitive, mais j'ai l'impression que c'est des éléments qu'on peut faire aussi en se relisant entre nous, en se relisant soi-même, puis en faisant relire par quelqu'un d'autre pour avoir une perspective extérieure par rapport à notre texte. Ça va nous aider justement à amener nos clarifications un petit peu plus loin. Évidemment qu'on peut faire tout ça plus rapidement avec l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle ne va pas prendre 3 semaines pour réviser notre texte. Elle va le faire instantanément. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on perd avec cette rapidité-là? On n'est pas encore suffisamment avancé là, pour être en mesure de l'estimer. Mais encore une fois, au niveau de l'apprentissage, c'est certain que si on sous-traite certains éléments de notre thèse à l'intelligence artificielle, il y a quelque chose qui se perd au niveau de l'apprentissage. Oui, juste un mot sur le fait aussi qu'il faut apprendre le processus de révision par des pairs, de quoi il s'agit. Parce que, puis ceux qui étaient là hier, on en a parlé, recevoir des commentaires de la part de réviseurs, de la part de son directeur, de la part de auteurs, collaborateurs, etc. Parfois, ça peut être une expérience qui est frustrante, surtout quand on a l'impression, comme dans l'illustration ici, que notre travail est fini. Puis on reçoit encore des commentaires, puis on reçoit encore une autre série de commentaires, puis on reçoit des commentaires qui contredisent d'autres commentaires qu'on a reçus. Et ça fait c'est un peu ça, les règles du jeu. C'est un peu ça, quand on écrit des articles scientifiques, quand on écrit une thèse, c'est un peu le processus normal. Donc, il y a une période d'acclimatation, si on veut, à ce processus-là, puis au fait de ne pas prendre toutes les critiques de façon personnelle non plus, de ne pas prendre les critiques ou les commentaires comme étant des freins à mon avancement et les prendre davantage comme des façons de rendre mon texte plus clair, de le rendre meilleur. OK. On va passer aux éléments peut-être un petit peu plus émotionnels de la rédaction de thèse et on va parler de procrastination. Dans le fond, qu'est-ce que c'est la procrastination? C'est le fait de remettre les choses à plus tard. Et l'écriture de la thèse, je pense, figure parmi les choses qu'on procrastine le plus quand on est au doctorat. Pourquoi? Évidemment que quand vient le temps de se mettre devant notre fameux document thèse.doc, c'est là que les questions arrivent. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Donc, ces questions-là peuvent venir avec une certaine peur de est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais échouer? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être au doctorat? Évidemment, la thèse, c'est beaucoup de responsabilités qui reposent sur les épaules d'une seule personne. Les instructions pour réussir ne sont pas toujours claires, vont varier d'un laboratoire à l'autre, d'une discipline à l'autre. Et l'enjeu est majeur. Pas de thèse, pas de doctorat. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait une chose importante pour laquelle on ne se sent pas très confiant? Bien, on ressent de l'anxiété. Et l'anxiété au doctorat, jusqu'à un certain point, elle est normale parce qu'on s'aventure dans des chemins inconnus, on fait des apprentissages et il y a une certaine anxiété qui est inhérente à toute forme d'apprentissage. Là où il peut y avoir un piège, par contre, c'est quand on tombe dans le cercle vicieux de la procrastination parce que c'est tout à fait humain quand on ressent de l'anxiété de vouloir diminuer cette sensation-là qui est désagréable. Et on va vouloir diminuer cette sensation-là par de l'évitement. Donc, éviter l'objet qui nous rend anxieux, c'est tout à fait naturel. Mais quand c'est la thèse qui nous rend anxieux et qu'on se met à l'éviter et à la procrastiner, bien là, vous pouvez comprendre qu'à un moment donné, ça va poser certains problèmes. D'un côté, ça va faire en sorte que plus on prend de temps entre deux périodes de rédaction, plus l'espace de temps, l'intervalle de temps depuis que j'ai travaillé sur ma thèse est grand, plus j'ai l'impression que la tâche est dure et difficile, plus ma perception de difficulté par rapport à la rédaction de la thèse va augmenter. Donc, plus j'évite, plus je suis dans la procrastination, plus ma thèse va prendre un caractère monstrueux. Et évidemment, plus elle va avoir ce caractère aversif-là, plus je vais me sentir anxieuse à l'idée de m'y mettre. Et plus je vais me sentir anxieuse, plus je risque de procrastiner. Et là, on peut tourner dans ce cercle vicieux-là très, très longtemps. Donc, c'est pour ça que
si je reviens encore à l'essentiel, bloquer du temps, bloquer des petites périodes de rédaction qui reviennent souvent, même si ces périodes de rédaction-là ne sont pas si efficaces que ça, même si je n'ai pas écrit quelque chose de super intelligent cette fois-là, ben, au moins j'ai ouvert mon document, au moins je me suis exposée à ma tête, au moins j'ai gardé le rythme et en faisant ça, j'ai mis la procrastination, le cycle de la procrastination en échec. Donc, on procrastine tous et toutes à un moment donné. Il ne faut pas dramatiser non plus le fait de procrastiner. Ce n'est pas quelque chose à éviter complètement. Au contraire, il va y avoir un effet paradoxal si on essaye de complètement jamais procrastiner. Mais on peut créer des conditions qui font en sorte qu'on est moins à risque de se mettre à procrastiner. Et on va moins procrastiner si on a un endroit spécifique pour écrire. Si nos périodes de rédaction sont bien encadrées dans l'agenda, j'ai un bloc de temps réservé à l'écriture et je peux me rendre à un endroit aussi réservé à l'écriture. Et cet endroit-là, évidemment, on va vouloir le rendre fonctionnel. J'ai mon ordinateur, j'ai mon café, j'ai ma musique. Mais on va vouloir le rendre aussi plaisant, agréable. Ça n'a pas besoin d'être un monastère. On peut avoir des photos des gens qui nous aiment. On peut avoir des photos de voyages qu'on veut faire une fois que notre thèse va être complétée. Avoir des citations qui nous inspirent. Il faut aussi apprendre à dire non quand on fait une thèse, parce que plus on avance dans les cycles universitaires, plus on devient expert et plus on va se faire demander de faire toutes sortes de choses autres que notre thèse. Donc, à un moment donné, il faut tolérer cette espèce de peur-là de manquer des opportunités pour refuser certains engagements afin de pouvoir consacrer, comme je vous disais tout à l'heure, du temps de qualité à la thèse. Puis bon, les autres, c'est la même chose, avoir des objectifs qui sont petits, qui sont faisables, qui sont réalistes, et avoir des périodes de rédaction qui sont courtes mais récurrentes. Ça aussi, ça va être plus difficile de procrastiner quand, justement, les périodes sont courtes, les objectifs nous semblent réalistes. Comme je vous disais tout à l'heure, faites attention aussi dans les périodes de rédaction aux notifications. Oui? Dans le temps le temps d'exiger contre Internet, dans le site, il a dessus le fait qu'il faut c'est-à-dire qu'il a décidé d'écrire aujourd'hui pendant 2 heures, il fait une pause de 10 minutes pour justement allumer l'envie de taper sur le téléphone, mais là, pendant les 10 minutes, tu fais rien, tu n'écris pas, mais tu fais autre chose, tu fais 2-3 télés, tu marches un peu, tu vas écrire ton téléphone, et après les 10 minutes, tu prends ton téléphone, tu te mets à écrire. Oui, absolument. Donc, ce qui est proposé ici, c'est d'intercaler les périodes de rédaction avec des pauses. Et faire attention que ces pauses-là ne soient pas justement enclines à nous faire des fuites vers Internet. Ces pauses-là, on doit s'en servir aussi pour s'aérer l'esprit, boire un verre d'eau, aller se faire un café, etc. Mais oui, c'est très important qu'on a plusieurs périodes de rédaction courtes, qu'elles soient... il manque un mot, qui fait des pauses au travers. Je parlais des notifications. Je vous disais tout à l'heure qu'on sait de plus en plus à quel point les notifications sur nos applications viennent vraiment contrecarrer nos élans à la rédaction. On perdrait à peu près 1h30 de travail efficace par jour à juste recevoir des notifications. On se fait constamment interrompre. Puis juste le fait de recevoir une notification, juste voir le petit chiffre en rouge là au-dessus de l'application est suffisant pour nous distraire. On n'a pas besoin d'aller voir nécessairement ce qu'il y en est. Juste le fait de recevoir la nouvelle qui est quelque chose, c'est suffisant pour nous distraire de ce qu'on faisait. Donc, c'est important d'avoir des endroits pour écrire virtuels, un ordinateur où on peut enlever les notifications pendant le temps qu'on écrit.
Parce que, c'est ça, toutes les notifications, toutes les applications sont développées afin de vous y attirer davantage. Donc, si vous avez décidé de travailler sur la thèse, il faut que vous fassiez en sorte que ces applications-là ne puissent pas cogner à votre porte. Et l'avant-dernier sujet, on va parler de perfectionnisme aussi. Le perfectionnisme, c'est le fait de vouloir toujours faire les choses parfaitement, de vouloir toujours faire les choses mieux. Et c'est commun à l'université, c'est commun au doctorat, parce qu'on s'astreint à des critères d'excellence très rigoureux. Mais il faut faire attention dans notre façon de voir les erreurs, entre guillemets. Parce que quand on tombe dans le piège du perfectionnisme, c'est comme si on voulait aller du point A au point B de la façon la plus efficace possible. Donc, on veut écrire sans faute, on veut faire aucune erreur, on veut créer un texte parfait du premier coup. Alors que l'excellence universitaire, c'est davantage un chemin qui n'est pas droit, qui est caractérisé par plusieurs détours, parfois des reculs, des retours en arrière, et c'est la somme des expériences, dans le fond, qui va bâtir sa compétence, et non pas le fait d'avoir fait les choses parfaites du premier coup. Il n'y a pas de mauvaise expérience, on peut toujours tirer une leçon de l'erreur. Puis, je n'hésite pas parfois à voir le perfectionnisme un peu comme une secte. Là. On est un peu pris là-dedans, dans le discours ambiant, les idéaux qui sont de perfection. Ces idéaux-là sont souvent attrayants, mais sont irréalistes. Hein? Le fait de faire les choses toujours mieux, toujours donner toujours plus de temps à sa thèse, travailler encore ou en plus. Le problème aussi, c'est qu'il y a un mépris du bien-être souvent au profit de la doctrine. Donc, on n'hésite pas dans le discours ambiant à dire il ne faut pas compter ses heures, il faut travailler toujours plus fort, peu importe comment on se sent. Comme dans une secte, le perfectionnisme a des règles assez absolues et inflexibles à suivre, avec une espèce de promesse de nirvana un peu floue à la fin, en échange de sacrifices infinis. Puis, les comportements demeurent même si il y a plusieurs preuves qui sont inefficaces. Les personnes perfectionnistes ne sont pas plus productives que les gens qui le sont moins. Et quand on est très, très perfectionniste, très, très convaincu que les objectifs doivent être toujours meilleurs, ben, c'est difficile de les laisser aller, comme si on avait subi un lavage de cerveau. Et évidemment, le temple par excellence du culte de la perfection, c'est l'université, et ce sont les laboratoires universitaires, parce que dans la recherche en tant que telle, on est toujours en train de vouloir s'améliorer, on est toujours en train de vouloir faire mieux. Le truc, dans le fond, c'est de bien distinguer qu'est-ce qui serait un perfectionnisme productif d'un perfectionnisme qui ne l'est pas. Parce qu'on peut vouloir, en le fond, avoir des standards de haute performance, on peut vouloir se dépasser, dépasser ses limites. Évidemment qu'au doctorat, on a des visées intellectuelles très grandes, puis c'est correct tant que, justement, nos objectifs sont clairs, puis que, dans ce parcours-là, on a un sentiment d'accomplissement qui est fréquent. Si on est dans l'autre pôle, où nos standards sont irréalistes, qu'on se retrouve souvent plus dans un sentiment d'incompétence, où là, justement, on va pointer davantage le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur vient souvent d'une série d'objectifs irréalistes qui ne sont pas atteints, suivis de la redéfinition d'objectifs encore plus irréalistes. Donc, à force de ne pas atteindre ces objectifs, évidemment qu'on finit par se sentir incompétent.
Le perfectionnisme contre-productif va être aussi caractérisé par des buts qui sont plus vagues, toujours faire mieux, toujours travailler plus fort, et une panoplie d'émotions qui sont négatives. De façon plus concrète, si on veut savoir, parce qu'on est tous et toutes, on ne se le cachera pas, un peu perfectionniste, ça vient avec le fait de vouloir faire des études supérieures, c'est un peu inévitable, mais il faut faire attention que notre mode perfectionniste ne vienne pas nous nuire, ou nuire à notre progression. Donc, est-ce que notre perfectionnisme est contre-productif? On peut le savoir si, en examinant un peu notre discours intérieur quand on écrit. Est-ce qu'on se motive avec des tapes dans le dos ou à coups de pied dans le derrière? Est-ce qu'on se traite justement comme un imposteur? Il ne faudrait pas que les gens sachent qu'est-ce que j'écris pour vrai parce que c'est pas au niveau, versus est-ce que je me traite comme un champion en entraînement? Vas-y, t'es capable, let's go, on continue. Est-ce que vous mettez trop d'emphase sur les détails par rapport à la vision plus globale de la thèse? Est-ce que vous avez peur de l'échec de façon démesurée? Est-ce que c'est impensable pour vous de faire des erreurs? Quand c'est impensable de faire des erreurs, ce qu'on fait, c'est qu'on se restreint souvent à des carcans, on prend moins de risques, puis on est moins créatif. On ose moins aussi discuter de nos idées avec d'autres personnes quand on a peur de faire des erreurs. Est-ce que vous craignez la désapprobation des autres? Puis est-ce que vous pensez que les autres ont du succès plus facilement que vous? Ça aussi, parfois, c'est un signe de perfectionnisme quand j'ai l'impression que tout le monde l'a facilement et pas moi. Parce que c'est pas tant dans le résultat qu'on voit le perfectionnisme, mais plutôt dans la façon de se rendre à ce résultat-là, dans la confiance et dans le bien-être, la santé mentale des individus. Donc, laisser aller le perfectionnisme, sortir de la secte, comment on fait ça? C'est plus facile à dire qu'il y a qu'à faire, mais je pense qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas, c'est pas blanc ou noir, c'est pas soit on est perfectionniste, soit on est paresseux, brouillon, complètement désorganisé. C'est pas non plus l'abandon des idéaux, de la volonté de faire des grandes choses. Laisser aller le perfectionnisme, c'est plus de se dire qu'est-ce qui est réaliste pour moi en ce moment comme méthode de rédaction. Donc, c'est adopter une routine de rédaction qui est réaliste, avec, oui, organisation, discipline et rigueur d'un côté, mais aussi une dose d'indulgence, une dose d'autocompassion. Ce qui m'amène à mon dernier thème, de discuter, pas rester dans son coin et savoir vivre. Je ne peux pas vous laisser sans encore une dernière planche de PhD Comics. Ici, on a un étudiant qui se paie enfin un moment de détente devant son écran avec son popcorn, mais là, il a une pensée intrusive, je devrais être en train de travailler. Donc, test de personnalité, vous vous sentez soudainement coupable parce que vous êtes en train de faire une activité qui n'est pas reliée au travail. Est-ce que A, vous arrêtez de faire l'activité et vous retournez immédiatement au travail? Est-ce que B, vous arrêtez de vous inquiéter du travail et vous appréciez votre activité? Ou est-ce que C, vous décidez de faire un peu les deux en même temps et ainsi, vous n'avancez pas votre travail et vous n'appréciez pas complètement votre activité? Et là, évidemment, c'est ce qui est entouré par notre étudiant qui se retrouve encore devant son écran, mais cette fois-ci complètement enterré par son travail et avec la même pensée qu'au début qu'il devrait être en train de travailler. Donc, les pièges, écrire une thèse, c'est difficile, mais ça ne devrait pas faire mal. Faites attention de ne pas tomber justement dans la partie douloureuse de la rédaction de la thèse. Si ça fait mal, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Laissez pas des difficultés se chroniciser. Parlez aux gens. Rendez-vous compte à quel point que les difficultés au doctorat, c'est commun. Il y a des ressources qui existent pour vous aider. Donc, faire attention de ne pas laisser, oui, j'ai dit tout à l'heure, laisser les difficultés se chroniciser, ne pas penser qu'on est seul, comme je vous ai dit au début de l'atelier. Je pense que c'est la plus grande
fausseté qu'on peut avoir en tête, là, d'avoir l'impression d'être la seule personne à vivre des difficultés à la rédaction, ou encore de penser que parce qu'écrire est difficile pour moi, c'est parce que je ne suis pas suffisamment bonne. Penser qu'on n'en fait jamais assez, penser qu'il faut donner complètement sa vie à la recherche, c'est genre de discours intérieur là, qui est symptomatique de difficultés plus grandes. N'hésitez pas à discuter de ces thèmes-là. Donc, j'arrive à la fin de ma discussion quand on se rend quelque part, la distance parcourue, dans le fond, est toujours une série de pas que l'on met les uns devant les autres. Rédiger, c'est un peu la même chose. Rédiger une thèse, c'est une série de petites séances de rédaction qu'on met les unes à la suite des autres. Il va y en avoir des bonnes, il va y en avoir des moins bonnes. C'est vraiment la récurrence de ces périodes-là qui vont déterminer la longueur du chemin parcouru. Vous n'avez pas besoin de faire des plus grands pas, vous n'avez pas besoin de meilleurs pieds ou de meilleurs souliers. C'est vraiment la régularité, dans le fond, des pas, là, les uns derrière les autres, qui vont vous mener finalement là, à la soutenance de thèse. Donc, voici quelques références si vous voulez aller plus loin sur le sujet.